Good day. Today is Monday, 24th August 2026. Bonjour, nous sommes lundi 24 août 2026 et avant de poursuivre cette émission, permettez-moi tout d'abord de m'excuser pour la publication tardive de la vidéo d'hier comme de celle d'aujourd'hui. J'ai beaucoup bougé. Nous avons beaucoup bougé. Comme vous pouvez le voir, je suis dans une autre chambre d'hôtel avec un éclairage plutôt plus sombre. Mais tous ces déplacements entraînent malheureusement des perturbations dans le tournage et la préparation des émissions. Et je crains que cela ait retardé leur publication. Merci de votre patience. Je serai à Londres mercredi, un jour plus tard que prévu initialement. Et à partir de là, le service reprendra tout à fait normalement. Quoi qu'il en soit, passons directement au sujet de cette émission, qui sera à nouveau le conflit, surtout le conflit en Ukraine. Même si j'ai l'intention d'évoquer brièvement la situation au Moyen-Orient et la guerre économique que le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, propose désormais de mener contre l'Iran. Mais commençons d'abord par la situation en Ukraine. L'Ukraine vient de célébrer sa fête de l'indépendance. Certains ont fait des commentaires assez sarcastiques en disant que ce que l'Ukraine a aujourd'hui n'est pas du tout une indépendance, dans les faits et dans la réalité. Et c'est difficile de les contredire sur ce point. L'Ukraine se trouve désormais dans une situation de dépendance extrême. Son armée subit des pertes terribles. Sur les fronts, des dizaines de millions de ses habitants ont fui le pays. Un grand nombre de personnes, impossible d'en donner une estimation précise, sont mortes dans cette guerre. Ses villes ont été bombardées, son économie s'est effondrée, et de vastes zones de ce qui était son territoire lorsqu'elle a obtenu son indépendance de l'Union soviétique en 1991 sont désormais sous contrôle russe. Et chaque jour qui passe, une part toujours plus grande de ce territoire passe de l'Ukraine sous contrôle russe. L'Ukraine ne pourrait pas poursuivre ce conflit sans le soutien continu de l'Occident. Les Russes l'ont dit à de nombreuses reprises, et ils ont tout à fait raison de le dire. Je doute moi-même que la guerre sans l'aide occidentale aurait continué au-delà de sa première année, en 2022. En fait, bien sûr, comme nous le savons, l'Ukraine était effectivement disposée à faire la paix avec la Russie en avril 2022, lorsque les Ukrainiens ont proposé aux Russes un ensemble de propositions qui ont été intégrées dans ce qu'on appelle l'accord d'Istanbul. Cet accord a été paraphé et semblait avoir été approuvé par les deux parties, mais l'Ukraine s'en est finalement retirée sous une intense pression occidentale. À ce sujet d'ailleurs, je lisais dans The American Conservative un article sur les négociations d'Istanbul en 2022 et sur l'échec de l'accord d'Istanbul. Et le récit qu'il présentait sur la manière dont les différents gouvernements occidentaux, pas seulement les Britanniques, pas seulement Boris Johnson, ont tous, de concert, fait pression sur Zelensky et l'Ukraine pour qu'ils renoncent à l'accord d'Istanbul. Même si je connaissais déjà l'histoire générale de tout cela, et même une grande partie des détails, il y avait une révélation dans cet article, dont je l'avoue, je n'avais pas connaissance. Apparemment, à un moment donné, il y a eu une conférence téléphonique, en fait, pas téléphonique, une visioconférence, réunissant Zelensky et tous les dirigeants européens, Johnson, Macron, Scholz et d'autres. Et les Américains jouaient aussi, semble-t-il, un rôle. Au cours de cette visioconférence, les Européens ont, en pratique, dit à Zelensky de ne pas poursuivre l'accord d'Istanbul. Bien sûr, ils l'ont formulé autrement. Ils ont dit que l'Ukraine ne devait pas se laisser intimider par les Russes. Le résultat, c'est qu'un accord de paix était sur la table. Il aurait sauvé l'Ukraine et évité la catastrophe que nous voyons aujourd'hui se dérouler. Cet accord de paix a été jeté aux oubliettes.
Et à cause de l'aide occidentale, la guerre s'est poursuivie et continue encore aujourd'hui, avec des conséquences toujours plus désastreuses. Oui, comme Vladimir Poutine l'a dit, et comme je l'ai évoqué dans mon émission hier, des conséquences toujours plus catastrophiques pour l'Ukraine. Catastrophic results for Ukraine. Anyway, one small point. Quoi qu'il en soit, un petit point à propos de cette vidéoconférence m'est venu à l'esprit. L'un des faits très intéressants, c'est que parmi tous ces dirigeants occidentaux qui parlaient à Zelensky à ce moment-là, qui communiquaient avec lui, qui participaient à cette vidéoconférence et qui l'exhortaient à rejeter l'accord d'Istanbul, tous, à une exception près, Emmanuel Macron, ne sont plus au pouvoir. Johnson, Scholz, ils sont tous partis. Biden est parti. Mario Draghi, qui était alors président du Conseil italien, est parti lui aussi. Ils sont tous partis. Seul Macron reste. Et d'ici peu, lui aussi sera parti. Et des informations venues de Bruxelles indiquaient que l'Union européenne s'inquiète de plus en plus des élections en France l'année prochaine. Is now increasingly worried about the elections in France next year. They're worried that both Marine Le Pen and her party. Il s'inquiète du fait que Marine Le Pen et son parti, comme Jean-Luc Mélenchon et son parti, autrement dit, à la fois la droite française et la véritable, la vraie gauche française, s'opposent fermement à la poursuite du soutien à l'Ukraine et à la poursuite de l'implication française dans la guerre. Et bien sûr, ils cherchent anxieusement un moyen d'empêcher la France, en réalité, de tourner le dos à la guerre, et comme il le dirait, à l'Ukraine. Mais, à part Macron, tous les autres sont partis. La seule autre personnalité européenne importante qui soit toujours en fonction, qu'il était déjà en 2022 et qu'il est encore aujourd'hui, c'est bien sûr la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et l'élément essentiel à son sujet, c'est qu'elle n'est pas élue et qu'elle ne peut pas être tenue responsable de ses actes par les électeurs. So to Malworth, it's to a Slapov. In the same way as all the others can. So, anyway, I suspect. Quoi qu'il en soit, je pense que lorsque ce conflit sera complètement terminé, lorsque la guerre se conclura par une victoire russe et que Zelensky aura lui aussi quitté la scène, il ne restera plus qu'un seul homme debout, Vladimir Poutine, le président de la Russie. Celui qu'ils ont tous critiqué avec virulence en 2022 et qu'ils continuent de critiquer avec virulence aujourd'hui encore. Mais à la fin, et c'est ma seule prédiction certaine concernant cette guerre, il sera le seul à rester debout. Quoi qu'il en soit, pour en revenir aux célébrations de l'indépendance ukrainienne, cette décision fatale prise par l'Ukraine en avril 2022 de poursuivre la guerre et de se laisser intimider, non pas par les Russes, mais par les puissances occidentales qui insistaient pour que la guerre continue et qui ont refusé d'accepter de donner à l'Ukraine des garanties de sécurité si elle adhérait à l'accord d'Istanbul. À la suite de cette décision fatale, l'Ukraine est aujourd'hui bien plus dépendante qu'elle ne l'a jamais été depuis qu'elle est devenue, du moins en théorie, indépendante en 1991. Son existence entière repose désormais sur les décisions des puissances occidentales. Et sa politique intérieure, est elle aussi, à toutes fins utiles, désormais contrôlée par l'Occident. On le voit dans le maintien au pouvoir de Vladimir Zelensky à la présidence de l'Ukraine. Après tout, nous avons de bonnes raisons de penser, bien sûr, les sondages ne nous le disent pas, mais les sondages en Ukraine sont notoirement peu fiables, qu'il est profondément impopulaire, certainement auprès de larges pans de la société ukrainienne. Il a, et plus personne ne le conteste sérieusement aujourd'hui, favorisé un immense climat de corruption. En réalité, la corruption est le principe organisateur de la politique ukrainienne. On peut soutenir que ça a toujours été le cas. Mais sous Zelensky, cela a pris des dimensions baroques. Quoi qu'il en soit, il est toujours là. Et s'il est toujours là,
malgré le fait que beaucoup de gens en Ukraine seraient ravis de le voir partir, et malgré le fait que, dans la classe politique ukrainienne, beaucoup détestent Zelensky et rêvent de le voir disparaître. C'est parce que, là encore, les Européens en particulier, mais les puissances occidentales dans leur ensemble, le soutiennent. The Europeans especially, but the Western powers overall back him. I mentioned a few days ago when Il y a quelques jours, j'ai évoqué le cas de Mikhailo Fedorov, l'ancien ministre ukrainien de la Défense, que Zelensky a pour l'essentiel limogé il y a quelques semaines. Lorsque Mikhailo Fedorov a brisé le tabou politique en réclamant des élections en Ukraine, des élections présidentielles en Ukraine, il a presque dit, comme je l'ai souligné dans une émission récente, que la critique de Poutine contre Zelensky, selon laquelle c'est un président illégitime qui s'accroche au pouvoir, alors même qu'il a prolongé son contrôle de l'Ukraine au-delà de son mandat constitutionnel sans organiser d'élections, était fondée. Quoi qu'il en soit, Fedorov, qui avant de faire cette déclaration réclamant des élections présidentielles, était encensé par beaucoup de gens en Occident, a vu les choses changer de manière très frappante. Dès l'instant où il a appelé à des élections, l'Occident s'est pour l'essentiel retourné contre lui. the West essentially turned on him. Article after article has appeared across Article après article est paru dans les médias, pas seulement dans les médias britanniques, mais aussi dans les médias européens. Ils disent que Fedorov a commis une erreur, qu'il a brisé le tabou, que la société ukrainienne ne veut pas d'élections en ce moment. Bien sûr, ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que les gouvernements occidentaux ne veulent pas d'élections en Ukraine en ce moment. Et quand on creuse dans ces articles, on trouve l'explication, exposée très clairement. Ils disent que s'il y avait des élections en Ukraine, cela pourrait mettre en lumière les divisions au sein de la société ukrainienne et entraîner une instabilité politique à l'intérieur du pays, ce qui, bien sûr, serait à l'avantage des Russes. would be to the advantage of the Russians. I've been making this point for years. Cela fait des années que nous le disons. Aussi incompétent, discrédité et inutile que soit Zelensky, il est la seule personne qui conserve une légitimité suffisante au sein du système. Une légitimité fondée sur le fait qu'il est là, et qu'il est là depuis longtemps désormais, pas une légitimité qui découle de la lettre de la Constitution ukrainienne. Quoi qu'il en soit, s'il est écarté, ce semblant de légitimité, ce qui en reste, sera perdu. Et là, toute la situation en Ukraine pourrait devenir extraordinairement instable, d'une manière que même l'Occident ne serait peut-être pas capable de contrôler. Mon point, encore une fois, c'est que Zelensky est au pouvoir en Ukraine. My point again is that Zelensky is in power in Ukraine. He retains the presidency of Ukraine. Il reste à la présidence de l'Ukraine parce que l'Occident le veut. Donc, cette célébration de l'indépendance n'était pas une célébration de l'indépendance de l'Ukraine. C'était l'histoire, une triste histoire, d'un pays qui s'enfonce dans une spirale descendante et qui a pour l'essentiel été sacrifié à des jeux géopolitiques mal avisés, totalement erronés et profondément contraires à l'éthique, menés par ses soutiens. Enfin, voilà mon seul commentaire sur ce soi-disant jour de l'indépendance de l'Ukraine. De nombreux dignitaires occidentaux étaient présents à Kiev à ce moment-là. Le seul qui ait dit quelque chose que j'ai trouvé ne serait-ce qu'un peu intéressant, c'était le général Kellogg, l'ancien envoyé de paix de Donald Trump. Donald Trump's former peace envoy. What was interesting about Kellogg's statement was the Ce qui était frappant dans la déclaration de Kellogg, c'était la bulle d'irréalité totale dans laquelle il vit. Il a dit que, malgré toutes les apparences contraires, malgré le fait que les Russes avancent, que les ports de la mer Noire sont bloqués, que l'hiver s'annonce catastrophique pour l'Ukraine, malgré tout cela, Kellogg a insisté sur le fait que ce sont en réalité les Ukrainiens, et non les Russes, qui gagnent cette guerre. Certaines personnes peuvent sans doute encore se réfugier derrière ces illusions réconfortantes. Mais je doute qu'il y ait encore beaucoup d'hommes ou beaucoup de gens en Ukraine qui le fassent. in Ukraine who do so anymore. Certainly none of the men
who, by Certainement pas les hommes qui, de toute évidence, ont désormais peur de sortir dans la rue. they have Parce que s'ils le font, ils courent le risque sérieux d'être enlevés par les sbires de Zelensky et envoyés combattre, puis mourir sur la ligne de front. Bref, comme je l'ai dit, c'est mon commentaire général sur la fête de l'indépendance de l'Ukraine et ses célébrations. Or, au cours de ces célébrations, Zelensky lui-même a révélé quelque chose dont, bien sûr, j'ai parlé, mais dont beaucoup de gens en Occident n'ont pas parlé. C'est que l'Ukraine est en faillite. have not. And that is that Ukraine is bust. We have an article about this in Strana, Nous avons un article à ce sujet dans Strana, le journal Magazine ukrainien dissident, un magazine politique publié, je crois, en Occident. I believe, in the West. Bref, voici ce que Strana a déclaré hier. Lors de la présentation du nouveau ministre de la Défense, Volodymyr Zelensky a indiqué que Kiev manquait de fonds. Le manque de financement, a-t-il dit, est aigu. Puis nous avons une citation. Nous devons trouver les fonds. C'est le défi le plus important, surtout dans le secteur de la défense ukrainienne. We need to find the Nous devons trouver les ressources nécessaires. Et je pense que c'est le plus grand défi auquel nous ayons jamais été confrontés. La guerre est devenue plus coûteuse, et c'est un fait. Davantage de ressources sont nécessaires. Le déficit a augmenté. L'ennemi utilise de plus en plus de moyens contre nous, et nous devons non seulement nous défendre, mais aussi agir de manière plus proactive. need not only to defend ourselves, but also to act more proactively. And, well, then we had Et puis, bon, nous avons eu des commentaires d'autres personnes. Apparemment, le Premier ministre, le nouveau Premier ministre ukrainien, Sergei Koretsky, ainsi que Danilo Getmantsev, président de la Commission des finances, de la politique fiscale et douanière, se plaignent eux aussi désormais du manque de fonds en Ukraine. Et, bon, on nous explique les raisons. D'abord, l'Ukraine a très largement dépassé son budget militaire au cours du premier semestre 2026, et Strana prend soin de préciser que ces dépenses militaires excessives et les problèmes qu'elles ont entraînés concernent la période antérieure au blocus des ports ukrainiens de la mer Noire et avant que l'économie ukrainienne ne commence à s'effondrer. in Ukraine began to collapse. Briefly, according to Strana, En bref, selon Strana, les Ukrainiens ont commencé à accélérer de manière préventive le rythme de leurs frappes de drones au cours du premier semestre de cette année, dépassant le budget prévu. Cela concerne notamment les frappes de drones à moyenne portée, pour lesquelles des ressources importantes avaient été initialement budgétées. Mais après que ces frappes ont démontré une grande efficacité, je corrigerai cela. Je dirais plutôt qu'après avoir suscité énormément de publicité, elles ont conduit tout le monde, ou beaucoup de gens, à croire qu'elles étaient très efficaces, alors qu'en réalité, elles ne l'étaient pas. La décision a été prise d'en augmenter l'ampleur. Des fonds destinés aux soldes militaires ont même été détournés à cette fin. salaries were even diverted for this purpose. Consequently, maintaining the intensity of attack Par conséquent, maintenir l'intensité des attaques à un niveau aussi élevé, et a fortiori l'augmenter encore, continuera d'exiger des ressources considérables. De plus, la Russie progresse elle aussi. Selon les analystes, elle aurait porté son taux d'abattage des drones à 95% ou davantage. Cela signifie qu'il faut utiliser de plus en plus de drones pour atteindre les cibles. Donc, ce que Strana nous dit est en substance exactement la même chose que ce que je dis émission après émission, ce que je dis également sur The Duran, et ce dont mon collègue et ami Alex Christoforou et moi avons discuté à de nombreuses reprises sur The Duran. on the Duran have discussed many times. Briefly, this enormous drone offensive En bref, cette énorme offensive de drones, associée à l'ancien ministre ukrainien de la Défense, Mikhail Fyodorov, a coûté incroyablement cher. À mon avis, bien plus que le milliard de dollars par mois dont on parle. Ces coûts ont même dépassé l'ampleur prévue dans le budget. Les Ukrainiens se retrouvent aussi dans une situation où plus ils investissent dans cette offensive de drones, plus ils sont obligés de dépenser. Car les Russes ont trouvé toutes sortes de moyens de contrer ces drones.
Il faut donc de plus en plus de drones pour atteindre certaines cibles. Et bien sûr, ces drones ont un prix élevé, environ $60 000 l'unité, voire davantage dans certains cas. $60,000 each, and in some cases more. And that as the budget was exceeded, Et comme le budget a été dépassé, le budget de cette campagne, de cette offensive de drones, les autorités ukrainiennes, Mikhail Fyodorov en premier lieu, au lieu de réduire la voilure, ont choisi de persister. Elles ont dépensé encore plus. Elles ont détourné de l'argent du reste de l'armée pour financer cette offensive de drones, qui s'est révélée essentiellement inefficace et infructueuse. Elles sont même allées jusqu'à ne pas verser les soldes aux militaires en uniforme, parce qu'elles avaient détourné l'argent des soldats vers l'offensive de drones. Autrement dit, l'argent destiné à l'armée s'est retrouvé entre les mains des dirigeants de Firepoint et d'autres personnes impliquées. ended up in the hands of Firepoint executives and other people involved in funding Impliquées dans le financement, l'organisation et la passation de contrats pour l'offensive de drones. Toutes sortes de civils à l'arrière ont tiré toutes sortes de profits de cette opération, alors même que les soldats ukrainiens voyaient leurs soldes soit réduites, soit retenues. Et au bout du compte, à la fin de l'été, cela a provoqué des protestations au sein de l'armée en uniforme. Le principal porte-parole de ces protestations était le plus haut commandant militaire ukrainien, le général Syrski. C'est exactement ce que je dis émission après émission. Le général Syrski s'est plaint que l'offensive de drones constituait une affectation désastreuse des ressources, qui affaiblissait en réalité l'armée sur la ligne de front et n'atteignait pas l'objectif qui lui était fixé. and which was not achieving its intended purpose. The result of all of these complaints is that Zelensky Le résultat de toutes ces plaintes, c'est que Zelensky a été contraint de limoger Fyodorov. Mais le tollé suscité par tous les acteurs habituels, les ONG soutenues par l'Occident, les gens qui tirent profit de l'offensive de drones, ceux qui gagnent tout cet argent grâce à cette offensive, la réaction hostile de tous ces gens a aussi fait que Syrski lui-même a dû être sacrifié. Cela prive l'armée ukrainienne de son commandant stable. Et bien sûr, Syrski partit, avec une armée désormais affaiblie et désorganisée, toute l'opération d'offensive par drone se poursuit malgré son échec de plus en plus évident. Elle se poursuit malgré l'éviction de celui qui en était le principal porte-parole et, vraisemblablement, au moins en partie, l'organisateur, Mikhail Fyodorov. Et cette offensive de drones continue de dévorer des fonds et d'autres ressources. Et bien sûr, toutes sortes de gens en Occident qui en tirent profit en sont aussi les bénéficiaires. they are the beneficiaries of this too, but Ukraine itself finds itself Mais l'Ukraine elle-même se retrouve de plus en plus meurtrie, brisée et ruinée par tout cela. Zelensky et son entourage disent maintenant que le dépassement des dépenses militaires dans le budget au premier semestre de cette année s'élevait à 27 milliards de dollars. Les Russes ont récemment déclaré que le déficit budgétaire de l'Ukraine tourne désormais autour de 36 milliards de dollars. Et ce déficit reste de cette ampleur, même si l'on inscrit au crédit du bilan les sommes que l'Ukraine reçoit des puissances occidentales. On pouvait voir que dès le premier semestre de cette année, avant que les Russes ne s'en prennent aux ports maritimes, avant qu'ils ne démolissent l'industrie sidérurgique et toutes ces autres industries, avant qu'ils ne ciblent les stations-service, les raffineries et tout le reste, le déficit budgétaire de l'Ukraine était béant. Il grandissait, s'aggravait, gonflait, si vous préférez, jusqu'à atteindre des proportions monstrueuses. Et bien sûr, ce sont les Occidentaux que les Ukrainiens s'attendent à voir combler la différence. Eux, c'est-à-dire vous et moi, allons payer cette offensive de drones ukrainiennes qui n'a pas abouti. for this unsuccessful drone offensive in Ukraine. At least if Zelensky Du moins, si Zelensky et son entourage ont leur mot à dire, ce qui sera probablement le cas. Parce que bien sûr, de même que les puissances européennes ne peuvent pas risquer une instabilité politique à Kiev en écartant Zelensky,
elles ne peuvent pas non plus risquer une hyperinflation en Ukraine, un sujet dont j'ai parlé dans une émission récente, en retenant les fonds. Donc, il va falloir continuer à jeter de l'argent occidental sur ce problème. Lors du sommet de l'OTAN à Ankara, 40 milliards de dollars supplémentaires d'aide auraient apparemment été promis à l'Ukraine. Il y a aussi eu d'autres promesses d'aide supplémentaires. Le prêt de 90 milliards d'euros, qui était censé durer 2 ans, ne devrait apparemment plus suffire pour cela. Je l'avais prédit. J'ai dit que c'était exactement ce qui allait se passer quand cette idée a été évoquée pour la première fois, en décembre. Les Ukrainiens se plaignent que l'argent de ce prêt n'arrive pas aussi vite qu'il le devrait. Et ils ont probablement raison sur ce point. Mais la réalité, la vérité sur le financement de l'Ukraine, c'est que plus vous y injectez d'argent, plus vous aurez besoin d'argent. Et ce problème ne fera que s'aggraver à mesure que la corruption en Ukraine, ainsi que la mauvaise allocation des ressources qui en découlent, ne feront qu'augmenter davantage. En fait, la seule façon de garantir que la corruption en Ukraine continue de croître et devienne incontrôlable, c'est de faire ce que l'Occident fait actuellement, donner à l'Ukraine encore plus d'argent qu'auparavant. Bien sûr, les gouvernements occidentaux ont le choix. Ils pourraient arrêter, mais évidemment, ils ne le feront pas. On voit déjà de nouveaux engagements, pas seulement les 40 milliards de dollars promis à Ankara pendant le sommet de l'OTAN, mais apparemment, lors des célébrations de ce qu'on appelle le jour de l'indépendance, de nouvelles promesses d'argent ont bien été faites à Zelensky et à l'Ukraine. Le problème, bien sûr, c'est que tout cela n'aide pas la situation de l'Ukraine. Cela ne règle pas, par exemple, le fait que l'Ukraine n'a pas d'intercepteurs pour sa défense aérienne, que ces défenses aériennes n'existent plus, et que les Russes peuvent continuer à attaquer l'Ukraine comme ils le veulent et infliger d'immenses destructions au pays. Parce que tous ces dignitaires étaient à Kiev, les Russes n'ont pas attaqué Kiev pendant les célébrations de la fête de l'indépendance. Les Russes comprennent que ce serait très dommageable pour eux, politiquement, de frapper Kiev au moment même où l'on célébrait l'indépendance de l'Ukraine et où des responsables occidentaux, de hauts responsables occidentaux s'y trouvaient. Mais cela ne veut pas dire que les Russes n'ont pas attaqué l'Ukraine du tout. Ils ont bien lancé une attaque massive, mais contre une ville complètement différente. L'attaque visait l'Ukraine. Odessa a probablement subi le bombardement et l'attaque de missiles russes les plus puissants qu'elle ait connus récemment au cours de cette guerre. Les Russes ont attaqué Odessa avec des drones. Et quand on parle aujourd'hui de drones russes attaquant l'Ukraine, on évoque de plus en plus les drones Geran 4 et Geran 5 propulsés par réacteurs que l'Ukraine n'est pas en mesure d'intercepter. On parle aussi de missiles balistiques, ainsi que d'une gamme extraordinaire d'autres types de missiles russes. Les petits missiles Banderel, lancés par les drones Orion, l'équivalent russe des drones américains Reaper et Predator. Les missiles anti-navires Onyx, qui sont supersoniques et que les Russes utilisent contre Odessa dans le cadre d'attaques au sol. Odessa, in a ground attack capacity. No doubt Iskander-M missiles as well. Sans aucun doute, des missiles Iskander-M également. D'autres missiles, des missiles lancés depuis les airs et de plus en plus de bombes FAB. Et apparemment, l'aviation russe a été active au-dessus d'Odessa avec une intensité jamais observée à aucun moment de la guerre jusqu'à présent. Parmi les chasseurs et les bombardiers utilisés pour bombarder Odessa pendant les célébrations de la fête de l'indépendance, il y avait au moins 2 chasseurs furtifs Sukhoi 57 de 5e génération. Ils étaient probablement là, moins pour mener des frappes ou des attaques contre des cibles au sol au-dessus d'Odessa, que pour assurer une couverture aérienne
aux Sukhoi 34 et aux Sukhoi 35. Ce sont plutôt ces appareils qui ont lancé les bombes et les missiles ayant frappé Odessa et causé les dégâts qu'ils ont causés. Ces frappes se poursuivent donc, et les Russes continuent aussi à faire d'autres choses. Ils continuent, par exemple, à avancer sur la ligne de front. Nous avons reçu davantage d'informations du front au cours des dernières 24 heures. Il semble que l'avancée russe à Zaporozhye, depuis l'Est, continue de s'accélérer. Les Russes ont effectivement progressé, nettoyé davantage de villages autour des rivières Vovcha et Yanchour, et avancent davantage pour couper les dernières routes d'approvisionnement vers Orekhiv. Ils se positionnent aussi de plus en plus pour attaquer Orekhiv depuis le nord. Au cours des dernières 24 heures, selon Redovka, les Russes ont également mené une nouvelle poussée offensive sur le territoire de Dobropilya. C'est la ville. Redovka affirme également que les Russes ont désormais capturé le territoire de la mine de Belitskaya et ses terrils. Dans leur rapport le plus récent sur les combats à Dobropilya, qui datait d'il y a quelques jours, Redovka disait que la mine de Belitskaya était encore sous contrôle ukrainien. Mais ils affirment maintenant que les Russes en ont le contrôle. Ils ne disent pas encore, ils n'ont pas encore indiqué si les Russes ont capturé le village de Dobropilya, au sud-ouest de Belitskaya, la ville de Dobropilya, que les Russes sont actuellement en train de prendre d'assaut. Mais selon les informations qui circulent, les Russes sont désormais entrés dans Dobropilya, même par le sud-ouest. Cela semble bien indiquer que Dobropilya est effectivement tombé, même si les Russes n'en ont pas encore totalement sécurisé le contrôle. Les combats se poursuivent donc à Dobropilya. Apparemment, une sorte de contre-attaque ukrainienne est en cours à l'intérieur de Dobropilya. Concrètement, les Ukrainiens envoient des troupes vers Dobropilya par la route principale qui y mène. Mais, depuis le nord, les Russes contrôlent totalement les airs au-dessus de cette route. Leurs drones la patrouillent en permanence. Les Russes diffusent, l'une après l'autre, des vidéos de véhicules ukrainiens sur cette route, avec des soldats qui sont attaqués et détruits par les Russes. Je n'imagine pas que cette contre-attaque puisse avoir un effet significatif. Un peu à l'est de Dobropilya, mais en lien avec les combats là-bas, les Russes, le ministère russe de la Défense, ont annoncé aujourd'hui la prise du village de Kucherov Yar. C'est l'un des villages que les Russes ont capturés en août 2025, lors de l'offensive de diversion qu'ils ont menée dans cette zone, dans le cadre des opérations générales visant à prendre la ville de Pokrovsk. Les Russes sont désormais de retour et ils ont repris ce village. Ce village se trouve quelque part au sud de Zolotoy Kolodiaz, qui constituait le point le plus au nord de l'avancée russe dans cette zone, en août 2025. Il paraît de plus en plus probable que les Russes reprendront bientôt Zolotoy Kolodiaz également. Ils vont, comme on dit, rectifier leur ligne, renforçant ainsi globalement la position qu'ils établissent sur le territoire entre Dobropilya, Drushkivka et Kramatorsk. Et ils créeront une très vaste tête de pont pour poursuivre leur avancée vers le nord, afin de déborder les défenses ukrainiennes à Slaviansk et Kramatorsk. Cette bataille est donc en cours. Je dois dire que la nouvelle de la prise de Kucherov Yar, ce village, confirme les informations que Scott Ritter recevait de sa source dans la région. Il a déclaré que les Russes allaient au cours des prochains jours se concentrer sur la reconquête de tout ce territoire, de tous ces villages, Kucherov Yar, Zolotoy Kolodiaz et tous les autres endroits.
Et cela semble bien être exactement ce qui se passe actuellement. Quoi qu'il en soit, on fait aussi état d'importantes avancées russes à l'intérieur d'Alexeïvka ou de Drushkivka. Within Alexeyev or Druzhivka, it seems that the southern half of the town. Il semble que la moitié sud de la ville, je parle d'environ 50% de la ville, soit désormais sous contrôle russe. Et les Russes continuent de progresser vers le nord. Ils continuent aussi de s'emparer d'autres villages dans cette zone, tout en resserrant l'anneau qu'ils contrôlent désormais autour de la ville. Au nord d'Alexeïvka, de Drushkivka, de la ville de Drushkivka elle-même, qui est la ville la plus au sud de l'agglomération Slaviansk-Kramatorsk, encore sous contrôle ukrainien. Des informations ont également fait état de nouvelles avancées russes importantes plus au nord, dans les régions de Soumy et de Kharkiv. Mais encore une fois, je compte ne pas en parler dans cette émission. Donc tout cela se produit. Tous ces événements se déroulent sur les champs de bataille. L'Ukraine accuse un déficit budgétaire massif, qui ne cesse de se creuser et de s'aggraver. Elle n'a pas de défense aérienne. Son économie est en chute libre. Its economy is in a tailspin. And yet, General Kellogg and all sorts of Et pourtant, le général Kellogg et toutes sortes d'autres personnes nous assurent que c'est l'Ukraine qui gagne la guerre. Je pense que certaines personnes ont vraiment une vision très très fragile de la réalité et énormément de mal à reconnaître les faits, même quand ils les ont juste sous les yeux. Enfin voilà, c'est, me semble-t-il, la situation actuelle dans le conflit en Ukraine. Hier, j'ai longuement parlé du fait que le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré que les Ukrainiens, frappés de plein fouet par tous ces revers, avaient, par l'intermédiaire de médiateurs, imploré les Russes d'accepter un cessez-le-feu et leur avait fait des offres que, eh bien, selon les propres mots de Poutine, il avait trouvées exotiques, autrement dit, qu'il les avait trouvées absurdes. Et j'ai dit que ces propositions correspondaient sûrement à des projets de cessez-le-feu d'une sorte ou d'une autre. Were plans for some kind of ceasefire. And, well, we've now received some details. Eh bien, selon les médias américains, nous avons maintenant reçu quelques détails sur l'un de ces plans, ou plutôt, pour être plus précis, sur l'une des propositions qui est désormais faite aux Russes. Il s'agirait d'un retrait mutuel des troupes ukrainiennes et russes du Donbass. La zone serait considérée comme une sorte de région tampon, tout en restant sous la souveraineté officielle de l'Ukraine. Et une sorte de zone économique franche y serait établie, patrouillée par des forces de maintien de la paix. Enfin, on ne nous dit pas vraiment d'où elle viendrait. Cette offre est faite précisément au moment où les Russes semblent sur le point, ou en passe, de capturer le reste du Donbass. Or, ce qui rend cette proposition particulièrement étrange, au-delà de son absurdité intrinsèque, c'est l'idée que tout cela puisse intéresser les Russes, ne serait-ce qu'un instant. The idea that any of this would be of any interest to the Russians at all, I mean, does make a proposal like this absurd. Je veux dire, ça rend une proposition comme celle-ci absurde. Quoi qu'il en soit, ce qui rend cela particulièrement étrange, c'est que c'était exactement la même offre, si je me souviens bien, qui avait été faite aux Russes par certaines personnes au sein de l'administration Trump à l'automne dernier, après le sommet d'Anchorage. Lorsque les États-Unis, lorsque l'administration Trump cherchait un moyen de se dégager des engagements qu'elle avait pris envers les Russes à Anchorage. It made to the Russians at Anchorage. And it was at this time, as I well remember, that this Et c'est à ce moment-là, je m'en souviens très bien, qu'a émergé cette idée étrange de créer une zone tampon dans le Donbass, patrouillée par des soldats autorisés par les Nations Unies, mais provenant presque certainement d'Europe, avec une sorte de région économique libre sur place, qui serait au bout du compte administrée par les États-Unis. C'est là que cette proposition a été formulée. À l'époque, Zelensky n'y était pas enthousiaste, mais les Russes l'ont rejeté catégoriquement. Et bien sûr, ils vont faire de même aujourd'hui. Pourquoi les Russes, qui sont maintenant dans une position bien plus forte, à la fin de l'été 2026, accepteraient-ils aujourd'hui une proposition qu'ils ont rejetée
durant l'été et l'automne 2025, alors que leur position était plus faible. Je veux dire, pourquoi qui que ce soit pense-t-il que cette proposition puisse trouver le moindre écho auprès des gens à Moscou? Il n'est pas étonnant que Poutine parle de propositions exotiques et étranges, car c'est exactement ce qu'est celle-ci. Je soupçonne qu'une raison possible pour laquelle certaines personnes à Washington, et peut-être à Londres, Paris, Berlin et Bruxelles, pourraient penser que les Russes seraient effectivement favorables à cette proposition, ce sont les frappes ukrainiennes qui se poursuivent à l'intérieur de la Russie. Mais j'ai déjà parlé de ces frappes de manière extrêmement détaillée. J'ai expliqué que les attaques contre les raffineries n'ont pas créé de pénurie critique de carburant en Russie. Cela m'étonne qu'il continue de paraître des articles dans les médias occidentaux, y compris dans le propre journal de l'industrie pétrolière, oilprice.com, laissant entendre qu'il y aurait des pénuries de carburant en Russie, alors que tous mes contacts en Russie insistent sur le fait que ce n'est plus le cas et que les problèmes de carburant ont été résolus il y a hot housemen. Mais enfin, encore une fois, certaines personnes semblent préférer vivre dans leur propre bulle. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que certains continuent de croire que ces attaques à l'intérieur de la Russie lui causent, d'une manière ou d'une autre, des problèmes et des tensions économiques. Alors qu'au contraire, comme je l'ai suggéré, les différentes mesures que l'Occident prend actuellement, la pression sur les approvisionnements énergétiques dus au conflit dans le Golfe Persique, la crise de l'approvisionnement alimentaire, tout cela joue en faveur de la Russie. Cela accroît la demande et donc le prix des principales exportations russes, garantissant que la Russie enregistrera, au cours des prochains mois, un excédent de sa balance courante encore plus important que celui qu'elle aurait eu autrement. Quoi qu'il en soit, je pense, comme je l'ai dit, que certaines personnes continuent de se faire des illusions sur le succès de cette offensive ukrainienne par drone. Elle coûte tellement d'argent à l'Ukraine qu'elle affaiblit désormais clairement son armée et compromet la viabilité de son propre budget et de son système financier. Et je soupçonne que l'autre illusion renvoie là encore à ce sujet récurrent, les pertes russes massives. Or, le correspondant de guerre russe, Marat Khaïhoulin, qui a servi comme soldat dans l'armée russe et qui a combattu dans le cadre de l'opération militaire spéciale, a récemment réalisé une vidéo dans laquelle il dit des choses très intéressantes à ce sujet. Il a déclaré qu'au début de la guerre, en 2022 et 2023, la Russie, les Russes, ont effectivement souvent subi de très lourdes pertes lors d'assauts directs contre des positions ukrainiennes. Et à cette époque, l'armée russe avait une approche très offensive de la guerre. Il a décrit avec force ses propres expériences de soldats combattant à Avdiivka, à l'automne 2023 et au début de l'hiver 2024. Il a parlé de nuits sans sommeil, de la pression constante du commandement pour maintenir les attaques, d'une disposition à subir des pertes et d'une volonté de mener des assauts directs. Et Khaïhoulin a dit que plus rien de tout cela n'était vrai aujourd'hui. Selon lui, depuis la chute, depuis la prise d'Avdiivka, les Russes ont perfectionné des tactiques qui leur permettent de s'emparer de positions à travers l'Ukraine avec des pertes minimales. Des opérations de préparation, la coupure des voies de ravitaillement à l'aide de drones, des attaques contre des positions depuis plusieurs directions et sans doute toutes sortes d'autres tactiques dont, n'étant pas soldat, je n'ai absolument pas connaissance. Et Khaïhoulin affirme que par conséquent, les pertes russes au combat, comparées à celles de 2022 et 2023, ont fortement chuté.
Selon lui, l'armée russe est donc très satisfaite du rythme de la guerre et de celui de l'avancée, parce qu'elle a désormais perfectionné des tactiques et des stratégies qui lui permettent d'avancer sans subir le genre de pertes énormes qu'elle a connues au début de la guerre, en 2022. Bon, ça, c'est Kairouline. Beaucoup de gens vont contester cela. Beaucoup diront, évidemment, qu'il va dire ça. Après tout, c'est un Russe qui soutient l'opération militaire spéciale. Tout ce que je dirais à ce sujet, c'est que je suis Kairouline de très près. Je le trouve à la fois perspicace et extrêmement fiable sur les sujets qu'il rapporte et sur lesquels il dit avoir des connaissances. Et il dit qu'il est au courant de cela. And he says he knows about this. Anyway, that's my own view. So, Quoi qu'il en soit, c'est mon point de vue. for two reasons. Je soupçonne donc que c'est la raison pour laquelle l'Occident, ou certaines personnes en Occident, malgré tout ce qui commence à mal tourner en Ukraine et à mal tourner en même temps, comme c'est souvent le cas, continue de se dire que la guerre est en train d'être gagnée et que la Russie est en train de perdre. La Russie gagne, elle ne perd pas. C'est pour cette raison qu'elle rejettera ces propositions, des propositions aussi absurdes que celles dont je viens de parler. Croire le contraire relève du fantasme. C'est tout ce que je dirais à ce sujet. Les Russes, loin d'être disposés à réduire leurs exigences ou à faire des compromis, donnent au contraire tous les signes qu'ils se préparent à durcir encore leurs exigences. Of preparing to escalate their demands. And one person who perhaps Et une personne qui, peut-être, dans ces moments les plus rationnels, comprend cela, c'est peut-être Zelensky lui-même. Car ces dernières heures, il a aussi dit autre chose qui, à mon avis, est pertinent et probablement vrai. Dès que l'opération dans le Donbass sera terminée, dès que les Russes contrôleront le Donbass, ils lanceront une grande offensive dans le nord. Ce sera le moment où les forces russes de la région de Bryansk traverseront la frontière et entreront dans la région de Tchernihiv. Ce sera le moment où les forces russes des régions de Kharkiv et de Soumy commenceront à s'imposer dans la guerre contre les Ukrainiens et à replier les lignes du Nord. Et Zelensky a dit que l'objectif de ces armées russes dans le Nord, qui seront activées dès que le Donbass tombera, c'est Kiev. Donbass falls, the objective is Kiev. And about that also, Et à ce sujet d'ailleurs, pour une fois, je suis sûr qu'il a raison. Les Russes comprennent qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre de façon décisive et durable tant que le gouvernement hostile de Kiev reste en place. Et tout indique désormais que les Russes se préparent à une telle opération militaire dans le nord de l'Ukraine. Voilà donc où nous en sommes dans la guerre, à ce jour. J'ai dit que les actions occidentales avaient en fait, d'une certaine manière, renforcé l'économie russe. Que le conflit dans le Golfe Persique va entraîner un nouveau renforcement de l'excédent courant de la Russie, ce qui devrait balayer toute idée selon laquelle, au cours de l'année ou des 2 prochaines années, la Russie va connaître des difficultés budgétaires ou économiques importantes. Les États-Unis, le gouvernement américain, sont sur le point de prendre une décision ou de mettre en œuvre une décision qui va garantir que l'excédent du compte courant de la Russie va encore s'élargir. Ils parlent désormais très sérieusement, comme ils disent, d'un D-Day économique contre l'Iran. Scott Bessent écrit des articles partout à ce sujet. Apparemment, ce D-Day économique consiste à punir tout pays qui continuerait d'aider l'Iran, en l'excluant du système du dollar. Et ce serait apparemment la manière dont les États-Unis entendent gagner la guerre contre l'Iran et y obtenir un changement de régime. Je pense que cela sous-estime massivement la résilience de l'Iran et les ressources de l'économie iranienne. Mais laissons cela de côté. Réfléchissons simplement à ce que cette proposition implique. Let's just think of what this proposal amounts to. By the way, on that note, Scott Bessent says that over the... D'ailleurs, à ce sujet, Scott Bessent affirme que, ces derniers jours, Donald Trump a appelé des dirigeants du monde entier pour leur dire qu'ils devaient cesser de soutenir l'Iran.
Sinon, ils seraient exclus du dollar. Or, il y a un pays d'une importance cruciale qui commerce avec l'Iran et qui est déjà exclu du dollar. Ce pays, c'est bien sûr la Russie. Je dis ça, je dis rien. Donc toutes ces menaces que l'administration profère ne peuvent pas toucher la Russie, parce que l'outil dont les États-Unis disposaient peut-être autrefois, le levier qu'ils avaient peut-être contre la Russie, ils l'ont abandonné il y a des années, lorsqu'ils ont imposé des sanctions à la Russie et qu'en mars 2022, ils ont de fait expulsé la Russie du système du dollar. Effectively expelled Russia from the dollar system. Most Russian foreign trade, to repeat again, La majeure partie du commerce extérieur russe, je le répète, ne se fait plus en dollars. is Les États-Unis vont-ils essayer de trouver d'autres moyens de faire pression sur les Russes? to pressure Comment pourraient-ils faire pression sur eux? En arrêtant les approvisionnements énergétiques russes. Cela ferait monter le prix du pétrole à des niveaux encore plus élevés. higher levels, indeed. En réalité, cela aggraverait la pénurie de pétrole au point de faire grimper les prix du pétrole à des sommets stratosphériques. Empêcher la Russie d'exporter des denrées alimentaires et des engrais, cela pourrait accroître l'inflation dans tout l'Occident, aux États-Unis eux-mêmes, et plus encore dans le Sud global, alimentant l'instabilité dans tous ces pays. Instability. Est-ce vraiment une option réaliste? Les pays vont-ils, de toute façon, refuser d'acheter à la Russie du pétrole, des denrées alimentaires, des engrais et ce genre de produits? Food and fertilizer and such problems from Russia. China has already told the Americans La Chine a déjà envoyé promener les Américains sur exactement ce même sujet. trade Elle a dit qu'elle continuerait à commercer avec les Russes et même avec les Iraniens, comme elle l'a toujours fait, parce que c'est la prérogative de la Chine. C'est son droit. Et les Russes comme les Indiens disent maintenant, en substance, la même chose. Le ministre indien des Affaires étrangères, M. Jaishankar, vient de se rendre à Moscou. Il y a rencontré Lavrov, mais aussi Poutine. Il était accompagné d'une importante délégation économique. Et semble-t-il, les Indiens demandent aux Russes d'augmenter encore davantage leur livraison de pétrole à l'Inde. L'Inde traverse une période de turbulence politique. A period of political turbulence, and there is issues in the economy. Et il y a des problèmes dans l'économie. Ils ont donc besoin de pétrole pour maintenir les coûts de l'énergie à un niveau stable. Les agriculteurs indiens, eux, s'inquiètent des pénuries d'engrais. Jaishankar et Poutine ont parlé de la question des engrais et des besoins de l'Inde. Poutine a promis à Jaishankar que la Russie ferait tout son possible pour garantir que les agriculteurs indiens reçoivent bien les quantités nécessaires d'engrais. Donc, certains pays vont ignorer ce que disent Bessent et Trump. Ou, s'ils ne l'ignorent pas exactement, ils vont leur désobéir, parce qu'ils n'ont pas le choix. Évidemment, les pays préféreraient ne pas être exclus du système du dollar. Mais ils ont besoin de pétrole maintenant, et ils ont besoin de nourriture. Ils ne peuvent pas survivre sans ces choses-là. They cannot survive without those things. And at the present time, it is Russia. Et à l'heure actuelle, la Russie en est la seule source. L'excédent de la balance courante russe va donc s'élargir au cours du second semestre de cette année. Les États-Unis ne peuvent pas sanctionner la Russie. Ils ne peuvent pas l'exclure du système du dollar. Et je ne pense pas qu'ils puissent arrêter les exportations russes d'énergie, d'engrais et de produits alimentaires. Croire qu'ils le peuvent relève de l'illusion. Tenter de restreindre l'accès de l'Iran à l'économie mondiale ne fera que renforcer la position de la Russie, même si, comme je le prévois, cela ne parviendra pas à provoquer un changement de politique à Téhéran. Bref, voilà. C'est ici que je vais terminer l'émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle encore que je suis en vacances et que je voyage. Évidemment, cela rend la publication de mes vidéos très irrégulière. Publication of my videos a very erratic thing. But I have decided to keep Mais j'ai décidé de continuer à les produire, parce qu'il se passe tant de choses dans le monde qui, à mon avis, sont importantes et que, pour le dire simplement, j'ai envie de partager avec vous. J'espère que cela vous apportera au moins un certain plaisir et que vous trouverez intéressantes certaines des choses que je dis.
Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, c'est ici que se termine l'émission d'aujourd'hui. Je vous le rappelle une fois encore. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur nos différentes plateformes, Locals, Rumble, X et Substack. Vous pouvez soutenir notre travail via Patreon et Subscribestar, ainsi qu'en allant sur notre boutique. Les liens sont sous cette vidéo. Enfin, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vérifier votre abonnement à cette chaîne. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Passez une très bonne journée. More from me soon. Have a very good day.